C'est très très fort. Le son est très très fort. Alors, Mazart, je vais te mettre à 90. Ok, Ok. puis tant pis, derrière, je vais me démerder. Moi, je suis très bas à chaque fois sur mes sons, ça m'agace un peu. Bon, on fera confiance à Arnaud sinon. Allez hop, c'est parti. Bonsoir à tous. Il y a quelqu'un qui a des écouteurs, je crois que c'est toi Mazart, et Euh, on entend en écho. ah merde, parce que Ouais. j'ai pas d'écouteurs, au contraire, c'est directement en gros du coup le micro de mon PC. Ah ouais, c'est ça. Mais ça, on peut pas. En fait, on va tout le temps avoir un écho dès qu'on va parler. Hmm. Oui, je pense, ouais. Ce sera plus pratique. Ouais, ouais. Ça évitera les échos, tout simplement. Voilà. Ça ira, Mazart? Tu me dis quand c'est bon? Normalement, là, je suis en bouche to talk. Ok, superbe. Allez, je relance. C'est parti. Donc bonsoir à tous et merci de participer à ce petit podcast sur illustration motivation. Donc je suis Mifichai, je suis accompagné de Christelle et de Mazart. On aura sûrement la participation occasionnelle d'Isa Arnay et on attend pendant la soirée l'arrivée de Timothée Roussel euh, qui tarde un petit peu. Alors, il faut encore qu'il me confirme. Je vous invite à tous dire bonjour ou bonsoir. Bonsoir. Hello! Wouhou! Non, ça n'a pas marché, Isa. Bon, ben voilà. Voilà, on vous dit tous bonsoir. L'objectif de cette soirée, comme va le prouver le titre de cette incroyable vidéo, ça va donc être en premier lieu de discuter de ce qu'on faisait quand on était petit. Alors, ça peut paraître une question assez triviale, mais c'est rigolo parce qu'on va avoir plusieurs types de profils ce soir qui sont complètement différents. Et tous ces profils-là, aujourd'hui, ils savent dessiner. Donc c'est rigolo et je pense que c'est un sujet qui peut intéresser beaucoup de monde, peut-être même des parents. Mais on va pas parler que de ça. On va surtout parler un petit peu de projection, on va parler de comment on a fait pour en arriver là. On va parler surtout, est-ce qu'on a eu des moments clés, on va dire, de notre vie qui nous ont fait évoluer. Et peut-être on va se permettre une petite aparté à la fin de cet enregistrement, pour discuter un petit peu de nos styles de dessin actuels et de ce qu'on a peut-être envie d'en faire, sachant que effectivement, on a, en plus d'avoir un passif qui est différent, on a aussi un profil actuel qui est complètement différent. Donc ça va être rigolo un petit peu de voir ce que ça donne. Euh, ben, je pense qu'on peut rentrer directement dans le vif du sujet. Et tout simplement discuter un petit peu de ce que vous faisiez quand vous étiez petit. Chacun notre tour ou simplement par échange, le but c'est de discuter tranquillement. Alors quand je dis petit, ça veut dire que vous pouvez commencer vraiment au plus tôt possible, quand vous avez euh, vraiment avoir senti ce goût pour le dessin, on va dire. Voilà. Est-ce que vous l'avez eu ou comment vous l'avez développé? Si vous avez besoin d'un exemple, je peux le faire moi-même, mais je préfère que quelqu'un d'autre commence. Alors, qui a envie de commencer, tiens? Si tu veux, je peux commencer. Ah oui, pourquoi pas? OK. Alors, quand j'étais petite, je dessinais principalement des danseuses en tutu, voilà, quand j'étais Ah, vraiment toute petite, et des papillons, voilà. Rien de super extraordinaire. Je pense que c'est dû au fait que ma mère, faisait, de la peinture et elle peignait essentiellement des danseuses en tutu, donc je pense que je voulais faire la même chose qu'elle. hmm. Heu Et après, en vieillissant, j'ai eu le déclic, avec mon frère qui m'a prêté un manga qui s'appelle, Gun. Vers quel âge? J'étais en CM2, je crois. Ah oui, d'accord, quand même. Et les tutus, c'était à quel âge? 2, 3 ans, 4 ans? Toute petite, ouais. Par contre, Ouais, ouais, j'ai toujours un petit peu dessiné parce que, il y a toujours eu, de la peinture à la maison, heu, du coup, ouais, je dessinais, mais c'était vraiment des dessins d'enfants, quoi. ouais. Heu Et tu et a toujours senti toute ta vie un petit peu cette ambiance artistique, ça t'a encouragé un petit peu aussi?
Ouais, ouais, bah, en fait, enfin, j'hésitais pas mal entre l'écriture et le dessin quand j'étais gamine. Mmh. J'aimais beaucoup les 2, mais j'avais tellement de problèmes en écriture que enfin, disons que bah, j'étais dyslexique, j'avais des Oh. ouais, j'ai eu des trucs très conflictuels avec l'écriture, donc disons que j'arrivais à avoir des idées, mais j'arrivais pas à me faire comprendre, donc c'était un peu chiant. Donc j'ai Mmh. fini par, j'ai continué, mais disons c'est plutôt le dessin qui m'a attirée quand même. Et ouais, donc vers Et le 10 gun. ans, j'ai commencé à copier du gun. Mmh. Donc je faisais que ça, enfin genre jusqu'à mes 16 ans, je n'ai fait que ça en fait. Mais par contre, heu, je pouvais me lever le matin, me mettre à copier un dessin et finir le soir très tard, dans la nuit quoi. Ah ouais. Copier, copier, ça veut dire que tu Copier, prenais copier, un ouais. truc du manga, ta scène préférée et puis hop, c'est parti, quoi. Ouais, ouais et je pouvais passer la journée, mais par contre à la fin, tu avais une copie, exacte quoi. Ah ouais, c'est ça. Ouais. Mmh, c'est rigolo ça. Et toi, Mazart, par exemple, tu as eu quoi comme progression? Comme Alors évolution? moi, j'ai commencé très tard à dessiner. Genre mes premiers vrais dessins, ça a commencé vers 12 ans, 13 ans. Oh, c'est pas Heu, si tard que ça. ouais, mais tu vois, en maternelle, tu vois, la plupart des enfants amènent toujours des dessins, tu vois, à leurs parents. Moi, j'étais l'un des seuls, en fait, qui voulait pas. Concrètement, j'aimais pas. J'aimais pas dessiner, j'y arrivais pas, c'est vraiment pas un truc qui m'intéressait quand j'étais tout petit Mmh. et je pense que ce qui m'a initié, en tout cas dans le domaine de la création, c'est les Lego, bizarrement. J'ai toujours été très créatif, mais pas par le dessin au début. Donc en gros, j'aimais bien en fait construire, imaginer des trucs qui n'existaient pas. Et au fur et à mesure, en fait, bah, j'ai commencé un peu à dessiner, notamment du coup au collège. Il y avait une personne qui dessinait super bien et je voyais ce qu'il faisait, je me disais waouh, c'est génial, j'ai envie de faire pareil, tu vois. Et en gros, à partir de là, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup dessiné. Alors, j'ai fait pas mal de copies, mais en fait, à chaque fois, je partais souvent d'un truc déjà existant et j'essayais d'apporter en fait une idée dedans, tu vois. Ah, toujours une Ah, originalité, quoi. c'est ça. C'est un exemple comme les Lego. Un exemple, je sais pas, t'as une boîte de Lego à construire. Je la construisais toujours et je me disais, bah tiens, bah, je vais essayer de la détourner, tu vois, de changer quelques pièces, Mmh. et du coup apporter en fait quelque chose de différent dans quelque chose qui était déjà un peu codifié en fait. Un petit détournement finalement. C'est pas comme si tu prenais ton Lego et tu disais: «Bon, j'ai mes Lego, mais je vais pas suivre le modèle, quoi». C'est ça. OK, c'est rigolo. Sachant qu'aujourd'hui, du coup, j'utilise quasiment la même technique en concept art, du coup. Voilà. OK, c'est quoi? C'est par exemple, tu prendrais, c'est En c'est quoi, gros, concrètement? concrètement, en fait, ça serait en fait, c'est du photo bashing. Ouais? Euh, donc, en gros, c'est l'utilisation de photographie, de modèles 3D dans un visuel, et à partir du coup de quelque chose qui est déjà à peu près existant, en fait, créer quelque chose qui est complètement différent, quitte à ce qu'on ne se rende plus compte que c'est de la photo derrière, quoi, en fait. Mmh, je vois. Voilà. OK, donc c'est comme ça que tu interprètes aujourd'hui, c'est rigolo. Et petit, le fait que tu appréciais, tu avais plutôt cette vision physique, on va dire, de l'illustration finalement. On t'a jamais poussé à faire de la sculpture ou des trucs dans ce genre? Pâte à Alors, mâcher, non. Concrètement, tout ce qui est physique, genre un exemple, sculpture en papier, etc., ça, j'y arrive pas. Genre, en fait, je suis Quoi? pas habile de mes mains, du tout. Genre, il faut jamais me demander de découper quelque chose, de construire quelque chose en papier, Mmh, parce que je suis pas un peu brut, à brut, mais tu vois, d'accord. je suis plus dans l'idée de construction, un peu plus ferme que quelque chose ou plus soigneux, tu vois. Et ça se revoit, ça se voit dans mes illustrations d'ailleurs. Ouais, je vois. Ça Voilà. fait que c'est pour ça que le concept, il va bien dans ton sens et tu à finir tes dessins aujourd'hui? Ouais, ça va. Ouais, c'est pareil. Ça m'a pris du temps, honnêtement, à finir des illustrations. Et encore là, j'ai un peu de mal parce que je suis très perfectionniste aussi. Et je suis très, comment dire, sévère avec moi-même. Là où certains pourraient se dire, ah, bah, tiens, je m'arrête à là. Moi, je me rends compte que bah, il y a des défauts à chaque détail. Donc, du coup, bah, chaque détail, je dois aller travailler. Et donc, du coup, travailler un visuel aujourd'hui, ça me prend beaucoup de temps, quoi.
Ouais, et cet aspect, un peu perfectionniste, tu l'avais, très jeune, non? Est-ce que tu crois que c'est ça qui aurait pu t'empêcher aussi de toucher un peu à un crayon ou de pas en avoir envie? Peut-être aussi, parce que du coup, je voyais déjà les illustrations de grands dessinateurs, comme, Jim Lee, Mmh. notamment dans le comics américain, où j'ai commencé Oui, à oui, oui. regarder, de manière très importante mais c'était plus, avec moi-même, en fait. Mes productions, en général, je me disais: «Bah, je dois faire mieux, quoi, concrètement, enfin, c'est pas potable». Tu vois? Et donc du coup, en fait, à chaque fois, je travaillais, même sur les Lego, en fait, concrètement, tu me voyais à 8 ans, j'ai essayé de construire des trucs de malade, tu vois? Ouais, c'est Et vrai. c j'ai toujours eu ce côté très sévère avec moi-même, Mmh. sur le fait où, bah, je dois toujours me surpasser, tout le temps. Parce que en gros, si je m'arrête, concrètement, mon niveau va baisser et donc du coup, en fait, tout ce que j'ai fait, ne servira à rien. C'était la Mmh. vision que j'avais principalement à l'époque. Ouais, je vois. Intéressant en tout cas. Bah, c'est bien d'avoir des gens aussi qui ont pas dessiné petit parce que tu vois toujours les profils de dessinateurs où ils te disent: dessiner depuis que j'étais tout petit» et finalement tu es la preuve que non, quoi. Ouais, c'est Tu sûr. la preuve que Je crois que je suis vraiment l'opposé de cette idée-là. C'est que ouais, vraiment, ouais, quand j'étais petit, je détestais ça. c'est Et dingue. encore aujourd'hui, il y a des techniques que je ne supporte pas. Genre, tu me donnes de la peinture, je n'arrive pas. Pas La assez peinture, patient. c'est comment dire, parce que c'est comme le digital painting, concrètement. Enfin, sauf là, c'est du coup digital. Mais la peinture, je n'y arrive pas. Ah ouais. C'est, je sais pas pourquoi. Le crayon de papier, bof. Genre, honnêtement, ça m'intéresse pas. Le crayon de couleur aussi, j'y arrive pas. Mmh. Je suis vraiment plus avec, du coup, soit des outils, hyper précis, genre, du coup, le feutre millimétré, par exemple, Oui, ou la mmh, plume, super. pour tout ce qui est ancrage ou, carrément un pinceau, en fait, où là, du coup, c'est vachement plus brut, mais on capte plus une émotion Oui. que, un rendu clean, en fait. Et c'est ce que je recherche aujourd'hui, en fait. C'est surtout, transmettre une émotion et une idée plus qu'avoir un beau visuel, parce que concrètement, en fait, si tu un beau visuel, bah, c'est pas super intéressant. Alors, parce que si tu as une idée et un ressenti que tu veux partager, en fait, ça va être 10 000 fois plus intéressant à interpréter et à regarder, quoi. Mmh, je vois. Et toi, Christelle, par exemple, je vois que Mazart, il parle un petit peu d'outils. Toi, tu étais plutôt sur quel genre d'outils quand tu étais jeune? Bah, moi j'ai fait, quand j'étais petite, c'était principalement du crayon, genre, avec la gamme de crayons, 2B, 8B, machin. Et après j'ai fait assez tôt de l'aquarelle parce que ma mère faisait de l'aquarelle et du coup elle m'avait appris deux trois trucs. Mmh. Heu, mais je creusais pas beaucoup, mais j'en faisais de temps en temps, quoi. Mmh, je vois. OK. Mais, Isa, tu as envie de partager un peu? Vous l'entendez ou pas? Pas du tout. Ouais, pas du tout. Et là, vous m'entendez? Oui. Ouais, Oui. super. Bah, moi, je suis du coup l'opposé complet de Mazart. Je dessine depuis aussi loin que je peux m'en souvenir. Je sais pas quand j'ai commencé en fait. Je pense que ma mère, elle avait un peu tendance à être très occupée, donc elle s'était dit que le dessin pour les gamins, c'est bien, tu les mets sur une table, ils bougent pas et ils font des trucs. Donc beh, moi, j'ai commencé comme ça et en fait, j'ai jamais arrêté. Moi, j'ai commencé, je dessinais des poneys. Je remplissais des pages de poneys complets. Et je faisais des petites histoires avec des poneys. Donc, alors là, pas de suite de la BD, mais en fait, je me suis rendu compte en retombant sur des vieux dessins que je faisais déjà de la BD quand j'avais 8-10 ans avec des poneys. Heu et heu et voilà, je dessinais beaucoup de chevaux parce que, ben, on avait des chevaux à la maison et forcément, c'est un animal assez impressionnant donc quand tu arrives même pas à la hauteur du ventre de l'animal, ben, ça impressionne un peu donc j'avais un peu une fascination pour ça. Donc ça, c'est ce qui m'a fait vraiment beaucoup dessiner et puis, je me suis mis au personnage très, très tard. J'avais 15 ans, quand j'ai commencé à dessiner des personnages et c'est le manga qui m'a fait, découvrir ça. Je pense que ça a commencé, un tout petit peu avant, à 14 ans, il y avait des dessins animés qui passaient à la télé qui étaient, heu c'était quoi? C'était sur, Game One, je crois qu'il y avait des trucs là qui Ouais, passaient. Game One. Les filles avec les gros boubous là qui, Cat Size?
Non, pas Cat Size, non, des trucs plus récents, des filles qui vivent dans un onsen avec un gars, enfin un truc un petit peu. Lovina. Lovina. C'est un des premiers mangas que j'ai vu, c'était Lovina. Donc mes premiers dessins sont dans ce style-là. Enfin de personnages en tout cas, et en fait à partir de 15 ans, bon c'est plus vraiment petite enfance, mais c'est la première fois que j'ai dessiné des personnages. Donc voilà, à partir de là, j'ai bourriné les personnages comme une mongolienne jusqu'à maintenant, on va dire. Et donc avant c'était chevaux, Chevaux puis et ça a été bonhomme, et il y avait alors, autre chose que les chevaux. il y avait autre chose parce que donc j'aimais bien lire aussi, et il y a beaucoup de mes inspirations aussi. Et j'ai jamais copié. J'ai jamais copié moi pour le coup, et les chevaux c'était toujours d'imagination. Quand je voulais trouver d'autres trucs, c'était dans mes lectures. Donc j'ai beaucoup de croquis de Harry Potter. J'ai essayé de m'imaginer les créatures d'Harry Potter avant que les films soient sortis. Après ils sont sortis, donc j'ai vu à quoi ils ressemblaient, mais avant ça j'ai eu je veux dire entre guillemets la chance de pouvoir les imaginer dans ma tête et me faire ma propre image. Et donc je les ai dessinés. On peut encore les voir dans mes livres sur certaines pages, parce que comme un monstre, je dessinais dans mes livres. Et le Seigneur des Anneaux aussi, pas mal. Il m'a fait faire pas mal de croquis. Donc, et beaucoup, beaucoup créer des histoires. Vraiment, je créais déjà beaucoup d'histoires. J'essayais d'inventer un petit monde pour mes chevaux. Ou à une période, je dessinais beaucoup de dragons. Donc inventer des petits univers pour mes dragons et des choses comme ça. Donc, c'est vraiment, vraiment ce qui m'a porté. Et je remplissais des feuilles, énormément. Pour le coup, niveau technique, je prenais absolument tout ce qui me passait par la main. Pas de couleur. La couleur, j'ai commencé très tard aussi. Mais je sais qu'à une période, mon outil préféré, c'était un effaceur sur du papier glacé. Le côté bleu de l'effaceur, là, qui est toujours très moche. Enfin, j'aime pas la couleur, mais c'est vrai que sur ce papier glacé, c'était génial, et j'en ai fait des centaines de pages de poney comme ça. C'est vrai qu'il est agréable cet effaceur. Ouais. Et maintenant que tu parles de marge de cahier, il y en a combien ici qui en ont rempli des tonnes et des tonnes? Oui. J'en ai rempli 0. J'étais un vrai cancre. Je prenais pas les cours, et en fait, j'avais pas de notes. Genre, j'avais des dessins en fait, moi, à la place. Ouais, moi c'est pareil. Ouais, moi c'était surtout des feuilles volantes ou des fichiers dans mon PC, quoi. Ouais. Je crois mes carnets de dessin, concrètement, c'était juste prendre des notes à gauche, à droite de ce que je voyais ou en cours, tu vois. Donc, concrètement, non, c'est pas, c'est pas d'illustration dedans, quoi. Ou du croquis. J'étais pas très assidu non plus. Alors, oui, bah, les petits chevaux, c'est sûr que moi j'en ai vu un sacré paquet, hein. C'est assez impressionnant d'ailleurs. En termes de, alors Isa, on voit que c'était vraiment pour calmer sa soif d'ennui. Donc c'était permanent. Toi, Christelle, c'était à quelle fréquence à peu près? C'était tout le temps, juste une fois par semaine? C'était plusieurs fois par semaine. C'était assez présent quand même. Ouais. Par contre, clairement, l'objectif, c'était d'impressionner mon frère. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, je ne vivais que pour ça à l'époque, C'est rigolo. et ça n'a jamais marché. Et Toujours plus fort que toi. ouais, et il en avait vraiment rien à carrer en fait. Mais c'est cool parce que ça m'a fait un objectif qui m'a tenu très 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 longtemps. Eh oui. Et j'avais un petit classeur comme ça, je rangeais mes dessins dedans, et puis quand on me demandait, je les sortais. Ah tiens, regarde. Et voilà. Le fameux classeur. Bon, Ouais. ben, très bien. Et ben oui, ben forcément, Mazart, qui dessinait pas petit, qui dessinait pas sur papier, il va jamais avoir tout ça, tiens. Ah ouais, Ouais. non, mais moi, je crois qu'honnêtement, dans le parcours d'un illustrateur classique, je suis vraiment l'opposé. Genre, j'ai jamais aimé dessiner quand j'étais petit, quoi. J'y arrivais pas, je comprenais pas, je trouve ça chiant. Alors, les rendus étaient géniaux, tu vois, quand tu voyais des vraies illustrations bien finies, tu te faisais waouh, c'est stylé, mais non, moi, ça m'intéressait pas. Genre, moi, quand j'étais tout petit, les métiers que je voulais faire, alors c'est super ridicule, mais c'était astronaute, président, tu vois. Ouais, non, c'est beau. Ça n'a rien à voir avec le dessin, mais en gros, ça arrivait plus tard. Et finalement, je regrette un peu de ne pas m'y être mis un peu avant. Mais au final, en fait, ça m'a construit, quoi. Le Oui, fait je de pense. ne pas commencer directement au dessin, en fait, m'a construit autrement. Et aujourd'hui, du coup, ça apporte quelque chose de plus, comment dire, euh,
pas classique, au contraire, plus industriel, tu vois? Genre, je produis plus que ce que je crée, en fait, dans l'idée. J'ai pas d'affection vraiment concrète quand je fais un dessin, tu vois? Enfin, je mets du mien, mais voilà. Ouais, t'as une passion, mais c'est une passion technique, on va dire. C'est ça, T'aimes t'aimes la création et c'est tout ce qui t'importe ouais, c'est ça. Peu d'avoir. importe la manière comment elle est exprimée, à partir du moment que j'arrive à communiquer une idée par un visuel, Ouais, c'est ce qui c'est m'intéresse. beau, c'est beau. Merci. Mais eh ben moi, parce que moi aussi j'ai commencé à dessiner très jeune, très 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 jeune. Moi j'ai un peu dessiné parce qu'il s'avère que j'ai un jumeau qui dessinait beaucoup. Enfin, on dessinait beaucoup tous les deux en fait. Vraiment tous les deux. Et moi, je suis comme Christelle, j'ai commencé par copier des trucs. Alors, je pense que je devais avoir commencé très très jeune avec la sortie de Pokémon Rouge et Bleu. Donc, avant, je pense que je dessinais pas tant que ça. Voire même, je dessinais pas. Et en fait, quand Pokémon Rouge et Bleu sont sortis, je me souviens d'avoir copié certains Pokémon, parce qu'il y avait une sorte de fascination malsaine à connaître le nom de tous les bestiaux. Bon, t'avais 3 dessins qui apparaissaient dans les magazines de Nintendo. Tu dis, oh putain, je suis comme un fou. Et tu les recopiais. Moi, j'avais copié, je me souviens que je les avais quasiment tous copiés. Donc copie, copie, copie. Une fois que Pokémon s'était passé, ben, on m'a fait découvrir Dragon Ball. Donc quand on est à l'école primaire, on a un peu tout ça. Je pense qu'on a un peu tous la même, peut-être une expérience assez similaire, parce qu'il y a le système de mode un peu dans les écoles primaires, presque comme une espèce d'énorme conspiration. Donc tout le monde a un peu la même enfance là-dessus. Donc moi, il y avait les cartes Dragon Ball et les cartes Dragon Ball, j'ai aussi copié énormément de cartes Dragon Ball. Alors comme Christelle, bah moi j'ai rempli des classeurs, 2 copies, 2 copies, 2 copies, 2 copies, 2 copies, 2 copies. Mais c'est rigolo parce que j'en étais fier de ces copies. Je dis ah c'est trop beau. Puis un jour j'ai rencontré un gamin qui m'a dit, je commençais, je pense, à avoir une sorte de maturation, de maturité, où je commençais à voir des défauts dans mes dessins. Tu sais, c'est un truc qu'on n'a pas quand on est très jeune, ça. Tu dessines en fait, tu dessines et t'es content. Putain, moi je commençais à avoir des défauts en fait. Je commençais à pinailler sur le dessin du point de Sangoku où j'étais capable de passer 2 heures dessus, complètement acharné en fait. Et voilà, je pense que ça a dû me faire comprendre quelque chose. Je pense qu'à partir de ce moment-là, j'ai dessiné un petit peu moins. Et après, arrivé le collège. Et je pense qu'au collège, il y a eu une sorte de déclic où j'ai eu envie de créer des machins. Donc j'ai forcément commencé avec les Dragon Ball. J'ai créé des personnages de Dragon Ball. Des histoires de Dragon Ball que j'ai encore aujourd'hui, qui sont extrêmement laides. Mais d'une laideur d'une laideur assez rare. Et j'ai presque honte de les voir aujourd'hui parce que je me dis, putain, j'étais au collège, j'étais convaincu que c'était génial, mais en fait, c'était trop de la merde, quoi. Vraiment super mauvais. C'était il y a une vidéo très drôle sur internet qui a un gars du site practice.com. Bah, je vous les montrerai, oui, je vous les montrerai. Du site practice.com qui donne des conseils. Et en fait, c'est un mec qui sait pas du tout dessiner et il te donne des conseils pour apprendre à dessiner. Et en fait, c'est à mourir de rire. Et ben, ce type-là, c'est moi à 12 ans, quoi. C'est exactement lui. Donc c'est assez affligeant, mais je pense que moi, ce qui m'a beaucoup influencé, c'était beaucoup les jeux vidéo. Alors, quand Christelle, c'était les mangas, moi, les mangas, ça arrivait assez tard. D'ailleurs, je copiais pas de mangas, je créais des mangas, ce qui est assez contradictoire. Mais avant, je faisais beaucoup de copies de jeux vidéo. Alors, ce qui était drôle, c'est qu'un des premiers jeux que j'ai eu dans ma vie, c'était Sonic. Le premier jeu Sonic. Et en fait, avec mon frère, ce qu'on s'amusait à faire, c'était reproduire carrément des niveaux de Sonic. On reprenait Sonic, on prenait notre feuille A4 là, on dessinait le niveau, on mettait du crayon de couleur et tout. Et puis voilà, ça nous faisait des petits trucs pour s'amuser comme ça. Alors c'était un peu comme s'il y en a qui connaissent RPG Maker, bah, c'est comme des tuiles en fait que tu alignes comme ça. On s'était fait des petits cartons et on les déplaçait comme ça sur la feuille. Ça faisait des niveaux. Et je crois que c'était la seule chose de ma vie que j'avais fait créative avant mes 12 ans en fait. J'ai jamais rien créé d'autre qui soit créatif du tout. Donc et je vois qu'il y a une discussion là sur le chat. Effectivement, s'il fallait que je regrette quelque chose dans ma vie, je pense que ça serait vraiment d'avoir copié autant. Voilà, clairement. Et je suis très content d'être arrivé au collège et de m'être confronté à cette réalité, de dire, mais en fait, je sais pas dessiner. Mais genre pas du tout, quoi. Et je pense que il y a une sorte
d'accord, on va dire, avec la famille. Alors, j'ai pas lu ce que c'était. Alors, vous allez me dire ce que vous en pensez, je lis pas le chat. Moi, mes parents, petits jeunes, ils m'ont toujours encouragé à dessiner. Toujours, toujours. Même pas pour, c'est vraiment parce que j'aimais ça, hein. Donc, ils m'encourageaient à dessiner et ils m'ont toujours dit que je dessinais bien. Alors, je pense que ça crée une sorte d'orgueil quand on est gamin et ça fait que je pense que la chute est encore plus dure quand on comprend avec de la maturité en fait, on n'est pas bon du tout, quoi. Et je sais pas comment c'était pour vous, toi, Christelle, c'était comment avec tes parents? Parce que toi, tu avais une mère qui était Heu, peintre quand même. ouais, moi, c'est particulier parce que justement ma mère, peignait, mon père aussi, hein, mais pas du tout de la même façon et je pense que j'étais un petit peu moins influencée par mon père. Mais enfin, généralement, quand je montrais mes dessins à ma mère, elle me disait: «C'est bien, mais» et il y avait toujours un petit «mais». Là, tu pourrais améliorer ça et elle me donnait toujours des petites pistes, des trucs comme ça et pour le coup, j'ai pas eu trop, du coup, ce souci-là, je pense. Ouais. J'étais habituée au «mais». Et toi, Isa? Bah, moi, du coup, bah, il y a très peu de gens qui dessinent enfin, si, il y a des gens qui dessinent dans ma famille, en fait. En fait, mes frères et sœurs ont dessiné, mais se sont arrêtés tous, au niveau du collège par là et pour revenir à ton truc, Christelle, avec ton frère, moi, j'avais un peu pareil avec ma sœur, sauf qu'il l'a jamais enfin, elle l'a jamais su, je pense. C'est que je regardais ses dessins qu'elle avait fait quand elle était au collège et je voulais la dépasser. C'était mon grand but, ça, dans ma vie, à une période. Bon, c'est arrivé, c'est bon. Mais en fait, mes parents, moi, ils m'ont jamais, ils étaient très contents que je dessine, ils m'ont jamais rien dit, contre, quoi que ce soit, ils m'ont toujours soutenue, il y a pas de problème. Ma mère est quelqu'un d'extrêmement honnête. Ah oui. Oui, bon, jusqu'à un certain point, ma mère dessine pas très bien, mais jusqu'à un certain point, elle me donnait des conseils pour dessiner des poneys, puis un jour, assez vite, hein, je pense au niveau du avant le collège, je pense que j'ai mieux dessiné les chevaux qu'elle. Donc voilà, mais moi, j'avais pas du tout ce sentiment de supériorité, jamais, je l'ai jamais eu. C'est, ma voisine qui est prof, enfin, qui s'y connaît un peu en art, on va dire, me disait toujours: «Ah, tu devrais en faire ton métier», tout ça, tout ça. Moi, j'étais là: Non, je dessine pas assez bien que ça». J'ai jamais reçu beaucoup de compliments sur mes dessins en dehors de mon entourage très proche, c'est-à-dire heu, quelques amis qui aimaient les chevaux, donc forcément, ils aimaient ce que je faisais. Et oui. Et du coup, moi, quand je suis arrivée en école et que je me suis confrontée aux gens, bah, je me suis rendu compte que j'étais meilleure que je le pensais, sur le coup. Donc, je sais pas où est-ce que j'allais avec cette histoire. Mais Non, voilà. non, peut-être que c'est exactement Voilà, là où il fallait c'est ce arriver. que j'avais à dire. Eh oui. Et toi, Mazar, pour pas te laisser sur le palier, je vais te poser une question. Ouais. Tu as commencé donc assez tardivement, mais tu as progressé vite, Extrêmement vite. extrêmement. Genre, ouais, énormément. Pour te dire, mes premières illustrations, mes parents pensaient que je copiais, Oh, tu vois? Alors que non, je copiais pas, mais en fait, c'était vraiment dû à, tout le bagage, en fait, artistique que je m'étais déjà fait quand j'étais petit. Au lieu de dessiner, en fait, je regardais tout et en fait, bah, ça m'inspirait, ça m'aidait beaucoup. Mais ouais, j'ai une progression très vite, elle continue toujours aujourd'hui et je suis encore très jeune, tu vois? Enfin, je vais avoir 18 ans en mars, donc j'ai 17, tu vois? effectivement. Et bah, concrètement, je continue à progresser énormément, mais c'est surtout quand je dessine beaucoup, quoi, en fait. Plus Ouais. tu dessines, plus tu progresses et moi, je sais que je dessine tous les jours, tout le temps, dès que je peux. Heu, des fois même un peu trop. Ouais, ouais. Mes profs me le rappellent, souvent, mais ouais, non, j'ai une progression assez vite, très vite même. Alors, moi, je mettrais un petit bémol quand même sur le fait que quand on dessine beaucoup, on progresse beaucoup, parce qu'en vrai, si tu dessines beaucoup, mais que tu répètes tout le temps les mêmes conneries, là, il y a Christelle, par exemple, qui dit bah, que t'as pas eu à réapprendre les bonnes habitudes, parce que quand tu es petit, en fait, tu prends beaucoup de mauvaises habitudes. Euh, enfin, moi, par exemple, je me suis collé des mauvaises habitudes très longtemps, en fait, hein. Très très longtemps, et jusqu'à il y a encore quelques années, c'était Ouais, moi compliqué. aussi, hein, t'en Ouais, fais pas, j'ai eu beaucoup de mauvaises habitudes aussi, ouais. notamment le dessin et c'est après, quand j'ai commencé à prendre des petites formations à gauche, à droite, Mm. notamment dans des domaines où je n'étais pas assez bon, la Eh oui. morpho, par exemple, où j'ai commencé des cours de morphologie assez jeune, je crois vers
16 ans, je crois, mon premier atelier de modèle vivant de nu. Ouais. Mais ouais, mais en fait, le truc, c'était que j'étais tellement sévère avec moi-même que du coup, en fait, je me corrigeais en fait à chaque fois, tu vois. Enfin, et ce qu'il faut faire, en fait, surtout, et ce qui est important, et ce que je dis à tout le monde, c'est certes, dessiner beaucoup, c'est bien, mais il faut le faire intelligemment, en fait. Ça sert à rien de tryhard comme un taré et de pas comprendre ce que tu fais. Mmh. C'est mieux de vraiment comprendre ce que tu es en train de faire et d'en tirer toujours une leçon, tu vois. C'est Genre, fou. comment dire, même à l'heure actuelle, tu vois, il y a plein d'erreurs que je fais et je m'en rends compte, tu vois. Et ce que je fais, c'est qu'à chaque fois, je les corrige tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça que je peux mettre facilement 20 heures sur un petit dessin parce que, en fait, à chaque fois, je me corrige, en fait. Voilà. Donc, chaque dessin est un apprentissage, en fait, en soi. C'est admirable, hein. Enfin, moi, je peux dire vraiment que c'est admirable d'avoir une telle maturité aussi jeune, hein. Parce que c'est pas évident, c'est des profils qu'on n'a même pas dans certaines écoles de dessin avec des gens qui ont 23, 24 ans, hein. Moi, je l'avais pas, j'avais 22 ans. Merci. Mais c'est vraiment admirable et je pense que c'est peut-être pour ça aussi, parce que tu as une forme de maturité dans ton approche du dessin qui fait que tu progresses très vite. Parce que tu t'as pas, ça donne un peu l'impression que tu n'as pas de vide en fait. Tu n'as pas de zone à vide, tu as toujours une phase de progression énorme. Donc enfin, c'est exponentiel. Tu peux pas, à un moment, peut-être que tu stagneras parce que nous, par exemple, on a des clients. Donc, le problème, c'est qu'on a les clients qui attendent un style de dessin. Le style de dessin, il contient des erreurs. Donc, si tu commences à complexifier ton dessin, en fait, t'as pas vraiment le temps de te réattarder sur ton éducation. Tu es obligé de t'adapter à ce que tu crées actuellement parce que bah, tu as des clients qui t'attendent, quoi. Et c'est un peu compliqué pour nous. On est un peu dans des phases de stagnation, je pense. Alors, on progresse, mais je pense moins vite que si on refaisait comme on fait, comme il y a 3 ans ou 4 ans, quand on n'était pas encore des pros et ou pas franchement intégrés dedans. Où là, c'était H24, apprendre, faire des tutos, voilà, c'était du délire, quoi. Et là, je pense que tout le monde a une espèce de phase exponentielle comme ça, mais à un moment clé. Et toi, tu as la chance de l'avoir eu très très tôt, en fait, au tout début de pas de ta carrière, mais de ton apprentissage du dessin, quoi. Ouais, C'est surtout que c'est j'ai assez jamais impressionnant. sachant que j'ai jamais appris les fondamentaux. Et oui. Eh ben, Euh, ça peut. Bah oui, t'as pas eu les fondamentaux, mais en fait, si tu les as eus, parce que t'es arrivé à une époque où il y a des tutos, où il y a des formations. ouais, mais je les suivais jamais en fait. J'ai Ok. jamais réussi à apprendre à partir d'une formation. Donc, Le seul moyen pour moi que je puisse apprendre en fait, et encore aujourd'hui, hein, j'essaie des fois de suivre des formations ouais, d'illustrateurs, etc. Et à chaque fois, j'y arrive pas. C'est en fait en travaillant concrètement. En exemple, je fais une création sur un visuel, et ben j'essaie de tryhard à mort la lumière, et en fait, j'utilise plein de refs. En ouais. fait, je fais mes propres cours moi-même en fait. Et c'est vraiment là où le mot autodidacte est très important en fait. C'est quand tu te crées toi-même tes propres cours en fait et tes propres études. Et c'est compliqué, c'est super compliqué, Oui, mais c'est bah oui. toujours là en fait. Et oui, parce que tu réinventes la roue, en fait, à chaque fois. C'est ça. Ça fait que tu serais le cauchemar des profs, hein, clairement. Ah, très clairement, ouais. Et Ok. pourtant, ce qui est drôle, c'est que là, à l'heure actuelle, je suis en école de graphisme, en bac pro, et en illustration, sans trop me vanter, je suis largement à l'aise, tu vois. Genre, je me tape des Ah 18 oui, facilement, quoi. Mais parce ah oui. que comment dire, j'ai toujours essayé de chercher un truc réaliste. Genre, un exemple, dans ma phase manga, je faisais pas du shonen, comme la plupart des gens, je faisais directement du seinen, tu vois. Oui, oui, des trucs pour adultes, Parce ouais. que je trouvais que quelque chose ouais, je trouvais que c'était vachement plus intéressant et on communiquait beaucoup plus de choses par des choses pour adultes, entre guillemets, quand j'étais petit, tu vois. Alors, ce que je me rends compte Mhm. que c'est pas forcément vrai parce que tu prends un Zelda, en fait, ça communique énormément, tu vois. Et Zelda, pourtant, c'est pas super réaliste, tu vois. Non. Mais pourtant, ça communique énormément. Et j'ai toujours ouais, eu cette vision assez adulte. En fait, c'est comme si j'avais pas eu d'enfance. Concrètement, c'est assez triste à dire comme En tout ça. cas, pas d'enfance artistique, quoi. Ouais, enfance artistique, mais même en enfance générale, genre, comment dire, j'ai pas eu beaucoup d'amis et j'étais très enfermé, tu vois, je bossais tout le temps, vraiment tout Mm. le temps, tout le temps, tout le temps. En gros, pour moi, le travail de création, parce que je veux pas dire le dessin, parce que concrètement, le dessin ou le digital painting, c'est plus ce que je fais beaucoup, tu vois, je fais beaucoup de photobash maintenant parce que les fondamentaux, je les
c'est un peu assimilé, mais je fais toujours un peu de dessin, mais mes productions visuelles en général, merde, je sais plus où j'en étais. Je... je ne sais pas. Je sais plus, je me suis Non, emporté là. non, mais t'as tes productions, oui, c'était le fait que t'as plus besoin de t'as tes fondamentaux de bâche. Oh, je sais plus. Ouais, Oh, je t'ai perdu. ouais. Je crois que je me Ouais. suis aussi perdu. Bon, pour un Mais live. Non, mais c'est intéressant. ouais, mais ce qui est important, c'est vraiment de pas avoir peur. Un exemple, je suis dyslexique À toi aussi. et en gros, ouais, moi aussi. Et en gros, mon entourage l'avait mal pris à l'époque, tu vois. Genre, c'était ah mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Tu vois. Enfin, on se posait plein de questions, de problèmes, tu vois. Et moi, mon réflexe, en fait, c'était que je regardais du coup les personnes les populaires, connues, qui étaient dyslexiques. Et j'ai vu ça, et je me suis dit, bon, bah, eux, ils sont dyslexiques et pourtant, ils ont quand même réussi, tu vois. Ouais, voilà. Donc, je Ça me disais, rassure. bah, c'est ça rassure et même ça nous motive, en fait, à travailler, quoi. Même si t'es pas dyslexique, le fait de voir que tu as déjà des personnes qui l'ont fait, en fait, ça te dit, bah, comme quoi c'est réalisable, concrètement. Et aujourd'hui, tout est réalisable. Oui. Alors, c'est bien vrai. Alors, on va continuer, on va passer à deuxième chapitre, qui va un petit peu rebondir au fait qu'on a un peu tous intégré une phase un petit peu plus mature, on va dire, de notre dessin. Je vais vous inviter, chacun à votre tour à nouveau, puis après on en discute si vous voulez. Ah, Est-ce que vous avez eu 2 ou 3 étapes vraiment, mais alors vraiment clés jusqu'à, on va dire, jusqu'à votre niveau actuel, qui ont fait complètement évoluer votre style de dessin? Vraiment, c'est un truc où tu dis: «J'aurais pas eu ça, je serais pas là où je suis actuellement», en fait. C'est ça que je veux dire. Est-ce que ça peut être une rencontre, ça peut être vous avez appris une notion, vous êtes allé quelque part, je sais pas ce que ça peut être. Est-ce que vous pensez en avoir eu des trucs très, très, très forts comme ça? Christelle? Ça fait longtemps? Yes. Alors moi, c'est compliqué parce que en termes de style, je suis passée par toutes les couleurs, mais vraiment. Heu, du coup, c'est un mais il y a eu 2 gros déclics, qui ont vraiment changé la donne. Je pense qu'il y en a eu un en 2014, quand je suis arrivée sur illustration motivation et que j'ai compris enfin que copier et étudier, c'était différent. Et que c'était pour ça que j'arrivais pas à progresser en dessin parce qu'avant je dessinais comme une tarée, mais je n'évoluais pas d'un iota parce que j'avais pas la bonne méthode. Et il y a eu un deuxième déclic, l'année dernière, quand je suis allée confronter mon travail à des professionnels de l'illustration pour des livres jeunesse. Et où là, je me suis rendu compte que j'avais pas du tout un style, adapté et que en plus de ça, j'avais un dessin très technique, mais que je me faisais pas plaisir dedans et que ça se sentait, en fait. Parce que c'était ce qui est ressorti des entretiens que j'ai eus en présentant mon travail. Heu, du coup, je sais pas trop comment rebondir davantage là-dessus. Ah beh, voyons voir comment on pourrait rebondir, Après l'arrivée sur sinon illustration motivation, mais ça veut dire que tu disais, 2014 avant c'était le vent? bah, en fait, avant, je dessinais énormément, genre, je faisais du dessin un peu automatique, très noir, avec de l'ancrage, des choses comme ça. Ouais. J'ai eu une phase où je faisais des trucs hyper colorés, avec des filles avec, des flammes derrière, des trucs, des trucs très, très, très péchus, qui C'est n'avaient ça. rien à voir avec mes trucs très noirs. Et tu te considérais pas que c'était une étape, ces 2 Bah, étapes, par exemple, la découverte, je sais pas? si parce que c'est des choses qui m'ont servi à me construire après quand j'ai eu mon déclic, je pense, Mmh. sur ce que je devais faire. Je pense que je suis allée piocher dans toutes ces expériences-là, ce que j'aimais parce qu'au final, j'ai quand même expérimenté des choses. Genre quand je dessinais beaucoup au noir, au trait et cetera, c'était l'amour de la ligne que je retrouve encore dans mon travail aujourd'hui. J'adore travailler la ligne, et les couleurs très vives, c'est un truc qui est toujours assez présent dans ce que je fais, par exemple. Mmh. J'ai exploré plein d'univers, j'ai exploré le manga, j'ai exploré les trucs plutôt très réalistes, avec, des rendus de lumière assez poussés. Heu, Honnêtement, j'ai pas du tout aimé. Je me suis infligé ça, je sais pas pourquoi. Je passais un mois sur une image, à bosser, H24 dessus. Je comprends pas comment j'ai pu faire ça. La passion. Heu, ouais, je sais pas, le masochisme, moi je Peut-être dirais. aussi.
mais ouais, du coup, ouais, 2014, ça a été la rencontre, avec, Richard Vatinel et Illustration Motivation, où, j'ai enfin compris que je faisais pas comme il fallait, en fait. OK. Donc ça a enclenché plein de choses derrière, hein, niveau apprentissage et j'avais une quête de technicité, qui s'est arrêtée l'année dernière quand j'ai compris que, bah, la technique, c'est bon, je l'avais, à un moment, fallait dire stop et maintenant, fallait que je cherche qui j'étais dans le dessin, Mmh. quoi et je pense que je l'ai trouvé, enfin, je suis assez contente de ce que je fais actuellement. Il y a toujours des choses à faire progresser, mais Oui, là, bon, je tu pense que je m'étonnes, me suis trouvée, quoi. c'est bien. Et on le sent de toute façon, on te sent en tout cas bien dedans. OK. Mazart, toi, t'en as eu pendant finalement tes 6 ans d'apprentissage? Ouais, j'en ai eu plusieurs, même beaucoup, mais après des phases vraiment marquantes, j'en ai eu 3, je dirais. Une juste avant de Disney, réellement, où c'était déjà dans une phase de travail visuel où en fait je faisais du coup de la peinture à maquette, Warhammer. Ah oui. Et mine de rien, bah, ça m'a énormément aidé. Mais genre, on peut même pas imaginer à quel point en fait, parce que tous les fondamentaux en fait, je les travaillé là-dessus. Du moins pour tout ce qui était couleur, pour du coup la liaison entre les couleurs, la cohérence, euh, la lumière aussi, parce que je travaille du coup la lumière par rapport à ça, Oui. et le détail. Donc en fait, il y a eu cette grosse phase qui m'a beaucoup aidé pour la suite. Ensuite, tu as eu mes premiers cours de modèle vivant, euh, où là, par contre, ça a été vraiment une explosion pour moi après, au niveau anatomique, où j'ai adoré en fait. Concrètement, enfin, j'ai été limite addict à travailler tout ce qui était anat. Et ensuite, la dernière grosse phase, qui est à peu près la phase actuelle, c'est quand j'ai découvert le photobashing pour du concept art. Et d'ailleurs aussi, j'ai appris à ce moment-là aussi le métier de concept artiste. Et en gros, c'était surtout le fait de dialoguer avec des mecs qui sont déjà dans l'industrie, notamment un mec qui travaille chez Ubisoft, qui a travaillé du coup sur Ghost Recon Breakpoint en tant que caractère artiste. Et, parler avec tout plein d'autres pros en fait. Et ça m'a vraiment boosté à apprendre. Et aujourd'hui, en fait, c'est vraiment ce qui est moteur pour moi. Et je pense que j'aurai encore plein d'autres phases comme ça. Mais ouais, j'ai eu des moments assez pivots, quoi. Sans Ouais. ça, j'aurais jamais été là, quoi, concrètement, ouais. Et comment, d'où tu les as trouvés tes pros là? Alors, les pros, c'était souvent de contact en contact. Ah, Il y en a un où c'est assez drôle, où en fait, je l'ai rencontré dans la rue. En gros, dans ma formation, je devais trouver des stages. Et j'ai jamais aimé téléphoner, etc. Je trouvais ça chiant. Je me disais, bah, c'est vachement plus fun de se déplacer directement. Et je me disais, bon, bah, dans le jeu vidéo, il y a quoi? Bah, il y a Ubisoft. Bon, bah, je vais à Ubisoft. Donc, du coup, n'a pas décidé, je vais jusqu'à Paris, à Montreuil, ouais, pour essayer choper un petit stage à Ubisoft. Et, et au final, du coup, ils m'avaient dit comme quoi ils allaient m'envoyer une réponse plus tard et d'essayer avec les autres studios. Et dans la rue, en gros, j'étais un peu paumé, tu vois, c'était la première fois que j'allais à Montreuil, c'était la première fois que j'allais à Ubi. Donc du coup, vu qu'ils ont plein de studios, c'était un peu galère. Et je demande à une personne dans la rue, excusez-moi, vous savez où est-ce que se trouve Ubisoft, un des studios? Et le mec, il fait, bah en fait, je crois que c'est votre jour de chance parce qu'en gros, le mec, il était concept artiste aussi sur Ghost Recon Breakpoint, lui en décor. Et donc, du coup, bah, en fait, c'est comme ça que j'ai fait la rencontre de ce mec qui est génial. Alors, après, j'ai pas pu lui reparler parce que du coup, on s'est perdu de vue. oui. Et comme un con, j'avais pas pris de coordonnées, tu vois, enfin, j'avais pas pris son mail ni quoi que ce soit. Et l'autre pro à l'heure actuelle avec qui je parle, qui est à Ubi, du coup, c'est un ami d'un de mes contacts, en fait, du coup. Voilà. OK. Mais normalement, sur ArtStation, tu peux aussi directement les contacter et les 3 quarts du temps, ils te répondent. Oui, mais c'est parce que les êtres humains, ils sont sympathiques en vrai. Oui, Eh surtout. oui. Mais même dans le milieu du jeu vidéo, c'est un milieu très humain. Ouais. Entre les personnes qui travaillent, tu vois. L'industrie, en général, n'est pas forcément très humain, notamment par les conditions de travail qui sont très difficiles et qui sont pas faites pour tout le monde. Oh là là. Parce que savoir dessiner, c'est sympa, mais
quand tu as des phases de crunch, c'est 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 pas compliqué. évident. Non, mais je confirme Ouais. parce que Mmh. nous on a les drink and draw et on a rencontré quasiment tout, franchement tout le gratin bordelais quoi, honnêtement, qui est dans le jeu vidéo. Donc, hein? Ouais, j'imagine. Mais, OK. Bah, toi Isa, tu as eu des étapes clés aussi? Bah, ouais, carrément. Je pense qu'on en a tous eu de toute façon, donc ouais, j'en ai eu quelques-unes. Bah, la première, je dirais, c'est vraiment le manga, c'est-à-dire que ça m'a vraiment sorti des animaux, enfin des chevaux, clairement et ça m'a amené vers le personnage et surtout ça m'a vraiment amené vers la BD. Parce que pour le coup, entre, donc la seconde et la terminale, j'ai fait, 2 tomes de BD, j'ai fait des salons pour vendre ma BD, j'ai fait plein de trucs comme ça. J'ai fait 2 BD en vrai, mais il y en a qu'une qui est sortie, des trucs en auto-édition, tout ça. Donc ça, c'était quand même une grosse, grosse étape de ma vie de dessin qui a été fait, qui a fait un énorme changement, vraiment un énorme changement. C'est que pour une fois, je montrais mes dessins au monde, quoi. Et la deuxième, bah, c'est l'école, carrément, parce que, comme disait, Mazart, moi aussi ça a été mes premières fois, j'ai fait du modèle vivant et c'est quand même l'un des trucs les plus extraordinaires au monde de faire du modèle vivant au niveau level up. Enfin, moi je trouve qu'au niveau, amélioration du dessin, le modèle vivant, il y a vraiment quelque chose. En plus de ça, encadré par des profs qui savent ce qu'ils te disent et qui t'indiquent où est-ce que tu as faux et qui te disent non, mais fais ça plutôt comme ça et tout. Et ce que l'école m'a apporté beaucoup, c'est de l'ouverture d'esprit, énormément. Parce que moi, j'ai tendance à ne. Alors, c'est un grand défaut, mais je regarde très peu les autres. Je regarde très peu, j'aime pas trop traîner sur les ArtStation et compagnie, ça me fait chier, clairement. Je lis pas beaucoup de BD non plus. J'en lis assez peu au final. Je prends très peu d'inspiration d'autres parce que bah, dans mon cursus en général de dessin, j'ai toujours sorti les trucs de moi-même. Quand je dessinais des chevaux, c'était moi qui les faisais. Ouais, je lis un peu des webtoons, mais artistiquement, c'est pas forcément le truc le plus beau du monde. Je suis désolée pour eux, mais c'est un peu. sûr que c'est pas l'élite. Hein. Non, voilà, c'est pas l'élite artistiquement, alors qu'il y a plein de BD qui sont absolument sublimes. Ouais, ben, j'adore les trucs à l'eau de rose, figure-toi. Je suis vraiment fan. Et la prochaine BD que je crée, non, non, mais c'est vrai, la prochaine BD que je crée, ça sera de l'eau de rose. La première BD que j'ai créée, que je montrerai jamais à personne, c'était de l'eau de rose aussi. Et ouais, ça a été on va dire mes deux plus grandes. Et après, le troisième qui est un peu dans le négatif, on va dire, c'est quand j'ai fait de la tendinite assez forte, qui m'a empêchée. Donc à la fin de mon cursus scolaire, j'étais complètement défoncée au niveau du poignet et ça m'a fait repenser tous mes choix dans ma vie. C'est-à-dire que à travers l'école, je devais devenir animatrice 2D sur des productions. Et bah, ça s'est pas fait parce que ça faisait déjà un an et demi que j'avais très très mal au poignet et que je ne pouvais pas travailler intensément plus de 2 mois d'affilée. Donc ça m'a fait une grosse, grosse remise en question et moi qui aimais bien, aller vers la rigueur un peu anatomique, faire des jolis dessins un peu léchés qui prennent pas 20 heures, mais bon, c'est vrai qu'au niveau digital painting, j'essaie de me défoncer un peu. Et du coup, je me suis mis à simplifier, à simplifier, à simplifier et pour faire des choses qui étaient plus rapides à faire et donc ça m'a beaucoup influencée pendant un moment et je pense que moi aussi la découverte d'illustration motivation m'a aidée à me remettre un peu sur le «droit chemin» entre guillemets. C'est-à-dire que maintenant je me permets à nouveau de pousser à nouveau, l'anatomie et de faire des choses avec des personnages, je dirais pas réalistes parce qu'ils sont encore très influencés par le manga et tout ça et que je pense pas que j'irai vers le réalisme, c'est pas mon truc de toute façon. Mais en tout cas, au moins semi-réaliste avec des proportions correctes, des anatomies correctes et des volumes, des perspectives et tout ça à une période on dira je me permettais plus quoi. Donc je pense que c'est un peu même le négatif en fait peut t'amener à quelque chose parce que comme tu disais Christelle, toi tu t'enfonçais tu t'obstinais dans tes illustrations que tu aimais pas. Bah, moi aussi j'ai eu cette période où je m'obstinais dans des illustrations. Alors c'est pas vrai, je les aimais bien, mais c'est juste que c'était pas moi. Donc
à un moment, il a fallu que je retourne vers ce que j'aime et voilà. C'est formateur. Bah, très bien. Très bien. Bah oui, c'est vrai que le négatif, on n'y pense pas, mais c'est vrai que ça joue. Même la dépression, moi, je peux en parler un petit peu. Moi, au niveau des étapes que j'ai eues, la première dont j'ai parlé, ça serait celle que j'ai dit tout à l'heure au collège, quand j'ai compris que j'avais le droit de créer des images et pas juste de copier. Tu peux en parler après, hein, Christelle, de ton burn-out. Ouais, le découvrir que je savais pas dessiner, en fait, a été sûrement le meilleur coup de pied au cul que je pouvais avoir dans ma vie, puisque ça m'a donné envie de créer, en fait. Alors moi, j'ai toujours eu tendance à vouloir chercher le regard des autres, parce que étant le seul dessinateur visiblement d'Aquitaine, il y en avait pas d'autres. En tout cas pas de mon âge et surtout pas intéressé. Donc je dessinais beaucoup pour moi et dessiner mal pour moi-même, ça me dérangeait beaucoup, donc j'avais envie d'impressionner un peu les gens. Bon, ça serait, on va dire, le première évolution. On va pas dire que, on va dire que ça a la première forme de maturité. La deuxième, sachant qu'entre-temps, j'ai évolué lentement, on va dire très progressivement. J'ai fait de l'observation, mais en fait, j'ai jamais pris de cours. Moi, j'ai jamais vraiment pris de cours, même jamais, à mon sens. Par contre, une fois arrivé en école supérieure, j'avais quand même un petit niveau parce que je pense que j'observais beaucoup et un peu comme toi, Mazart, moi je dessinais vraiment, mais alors vraiment beaucoup. On va dire arrivé au lycée, parce que le lycée, j'ai détesté cette étape. Donc j'ai beaucoup créé. Beaucoup, 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 beaucoup. J'avais des BD de Metroid. Alors moi, j'ai jamais vraiment créé des univers personnels. Je créais beaucoup des univers. Je détournais des univers. En fait, à nouveau, c'est un peu comme toi, Mazar. Donc, par exemple, moi, je joue beaucoup à Guild Wars, qui a été, je pourrais presque mettre Guild Wars, le jeu Guild Wars, comme une grosse étape, en fait. Parce que le jeu Guild Wars, il m'a fait découvrir ce que c'était vraiment le jeu vidéo. Parce qu'avant, le jeu vidéo, c'est un peu un truc un peu mystique, on y joue, mais on comprend pas. Avec Guild Wars, en fait, déjà, je me suis beaucoup impliqué dedans. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai beaucoup joué, mais je passais beaucoup de temps à traîner dessus, en fait. Je regardais beaucoup les décors, voilà, je vivais vraiment le jeu. Et ça m'a très profondément marqué. Ça m'a fait découvrir ce que c'était le monde du jeu vidéo. Ça m'a fait découvrir qu'il y avait quelque chose qui se passait derrière. Il y avait des livres de concept art, il y avait des dessinateurs qui étaient derrière toutes ces choses auxquelles on jouait complètement, de manière ahurissante. En fait, on n'y joue pas de manière logique. En fait, on est dans le jeu, on le vit et quand c'est moche, on dit que c'est moche. C'est un peu pour ça aussi que j'aime pas la mentalité des joueurs aujourd'hui, c'est qu'ils jugent le jeu par ce qu'ils voient et non par le travail qui a été abouti, ce que je trouve très triste. Et moi, j'ai enfin pris conscience de cette réalité derrière et j'ai trouvé ça magnifique. Et d'ailleurs, c'est à partir de ce moment où mon dessin a vraiment mûri, c'est que j'ai voulu faire comme les gens. Alors je vois, il y a Gengis qui parle de Kekai Kotaki qui a été très longtemps ma plus grosse référence artistique, et j'ai tout fait pour l'imiter en fait. Vraiment tout, 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 tout et tout. Donc à cette époque, en fait, je me suis beaucoup intéressé aux jeux vidéo. J'avais des velléités de créer mes propres jeux vidéo. Donc je commençais en fait à faire du développement d'univers, ce que j'avais jamais fait avant. Donc du vrai développement d'univers, ça veut dire que je ne je continuais de détourner, on va dire, un univers existant, sauf que je le tirais tellement loin que ça ressemblait plus du tout au jeu original. Voilà. Donc ça, c'était, on va dire que ça, c'était, on peut vraiment dire que le MMO m'a beaucoup apporté. Ensuite, j'ai eu une troisième étape, on va dire, qui a été complètement fortuite. C'était la rencontre avec un gars sur un paint chat sur internet où j'allais de temps en temps pour dessiner avec des totales inconnus. Et ce gars-là, en fait, il faisait de la couleur et moi je trouvais ça chouette. Parce avant de rencontrer cette personne, je faisais pas de la couleur. Je faisais du noir et du blanc, je faisais du crayonné, je faisais même pas des volumes. Moi, ce qui m'intéressait, c'était juste de dessiner des croquis. Je faisais beaucoup de croquis, j'ai beaucoup de carnets de croquis, ou plutôt des feuilles volantes de croquis. Vraiment des tonnes et des tonnes. Mais je finissais jamais rien en fait. Mais vraiment jamais rien du tout. Et puis, il y a eu ce gars là qui arrivait. Et il m'a dit, moi je t'apprends la couleur.
Donc ça a été rigolo parce que moi j'étais hyper motivé parce que je me suis dit: «Putain, enfin, je vais peut-être, vaincre l'une de mes plus grosses phobies, celle de vouloir m'impliquer, comprendre comment ça marche et cetera». Lui, il m'a dit: «Je vais tout apprendre et on va forcer», et il m'a un peu, monté le bourrichon en me disant: «Par contre, attention, ça dure 6 mois, c'est tous les jours, c'est, 1 heure par jour, on rigole pas avec ça, il faut tenir jusqu'au bout». Et moi j'étais prêt à mourir pour ce gars, en fait. Donc j'ai beaucoup appris avec cette personne. Et oui, c'est grâce à lui qu'on doit ces programmes de l'enfer que je vous ai tous imposés. Mais, le Cum de Nassaïm, qui est un vrai prénom. Mais, il m'a appris beaucoup de choses, et quand, voilà, à un moment, bon, c'est pas qu'on s'est perdu de vue puisque je l'ai revu plus tard. Heu, à partir de là, je pense que j'ai plus le moindre frein dans ma vie, en fait, en tant qu'artiste. Ça veut dire qu'à partir du moment où je contrôlais la couleur, je contrôlais absolument tout. Je contrôlais je sais pas, je contrôlais, le message, je contrôlais, j'étais vraiment épanoui à ce niveau. Donc, à partir du moment où je prenais ce plaisir, il y a quelque chose de nouveau qui est entré en fait dans mon niveau d'illustration. C'est qu'avant, bah, j'étais juste un dessinateur compulsif et je dessinais beaucoup, beaucoup, beaucoup. Sauf qu'après, j'ai commencé à créer vraiment des illustrations. Alors le problème, c'est que c'est là que va arriver, on va dire, la dernière étape de ma vie. Ça va être l'arrivée sur illustration motivation, bah, moi aussi. Euh, Plus une sorte de maturité grâce à Illustration Motivation où on me disait toujours, par exemple, que je finissais jamais rien, que je finissais jamais rien, et on me l'a répété des mois et des mois et des mois et des années peut-être même, parce que j'y suis depuis très longtemps. C'est juste qu'à un moment, j'ai juste dit, c'est vrai que j'en ai plein le cul de pas finir mes images, en fait. Et ça a été vraiment le dernier déclic que j'ai eu. C'est que la couleur, c'est bon, elle était rentrée, je savais faire de la couleur, je faisais relativement de la bonne anatomie, même si bon, des fois, ça tombe un peu aux oubliettes. Mais voilà, il me manquait, cette notion de travail fini, cette notion de vraiment pousser les choses jusqu'au bout et d'arrêter de me limiter à un rendu qui était, purement, purement speed painting finalement. C'est d'avoir un rendu très léché, finalement ça convient pas au monde moderne. Alors ça convient pour les concept artistes, même si on a tendance à ne pas forcément trop le mettre en valeur sur, ArtStation et tout ça. On parle pas de concept artiste, on parle d'illustrateur en fait sur ArtStation. Alors que quand tu parles à des vrais concept artistes, eux, ils t'apprennent plutôt la méthodologie de Mazart. Ça veut dire que c'est plutôt des gens qui vont avoir tendance à avoir des rendus très rapides, très graphiques, parce que le but c'est de cracher des tas d'idées. On n'a pas le temps de faire du rendu, quoi. Faut bourrer, 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 bourrer. Bon, moi avant je faisais ça, et un jour bah, j'ai appris à finir mes images, et je pense que ça a été très dur. Ça a été très très dur et très long pour moi, parce que je détestais ça. Mais maintenant, en fait, c'est une habitude. Et je pense que c'est quelque chose qu'il faut saluer, c'est que c'est une étape clé, c'est qu'apprendre à finir des images, en fait, ça apprend beaucoup la patience, l'abnégation, on va dire. C'est une notion qui est quand même importante en dessin, parce que bah, apprendre l'anatomie, tu peux apprendre l'anatomie, mais si tu pousses jamais l'anatomie jusqu'au bout, tu seras pas bon en anatomie. La couleur, c'est mignon de faire de la couleur, mais si tu sais pas comment ça marche et si tu la pousses pas, par exemple, si t'as pas fait 200 heures de crépuscule, 200 heures de sous-marin, bah tu sauras pas faire du vrai sous-marin. Si t'as pas appris la théorie de la couleur, que tu comprends pas comment ça marche les relations de couleur, en fait tu passes complètement à côté de grosses étapes, de gros morceaux, et il te manque plein de notions comme ça, et en fait t'es jamais comblé. Ça veut dire que toute ta vie tu vas avoir des lacunes comme ça qui vont s'accumuler, et elles seront jamais comblées parce que tu seras toujours trop feignant, quoi. Donc ouais, moi je dirais vraiment ça, le dernier, c'est apprendre à finir des images. Alors c'est rude, mais c'est quand même vachement, vachement formateur, quoi. Euh, Si on fait une dernière table ronde là au niveau des outils. Alors toi Christelle, j'avais déjà entamé tout à l'heure. Donc toi Christelle, tu as commencé au crayon et ensuite tu as viré à l'aquarelle. Alors les tout premiers outils, ouais, c'était crayon, aquarelle, mais vraiment un tout petit peu l'aquarelle. Après quand j'étais ado, c'était beaucoup, beaucoup, beaucoup d'aquarelle, mais je l'utilisais pas de façon, normale en fait, je l'utilisais de façon pâteuse, ce qui est pas bien du tout pour de l'aquarelle, mais bon. Après je suis restée très longtemps au feutre noir, les feutres calibrés là, ça a Hmm. été une grosse, grosse période. Après j'ai été à l'acrylique pendant très longtemps,
où je faisais des couleurs très vives avec, des gros coups de pinceau, bien visibles avec des dégradés, voilà. Et après, bah, il y a eu le numérique. Heu et le numérique et après j'ai plus jamais fait de tradi quoi, j'ai fait du numérique. C'est récemment que je me suis remis, vraiment au tradi quoi, mais il y a eu une grosse phase où j'ai plus du tout, fait de tradi quoi. Mmh. Plus du tout, bah ouais, c'est un peu pareil. Toi, Isa? Moi, au tout début, bah, c'était vraiment donc comme je disais, le premier crayon qui passait sous ma main, s'il y avait un crayon, un bic, un truc, vous savez les stylos bic, donnés par les entreprises, que vos parents ils ont tout le temps, quelque part, je sais pas. Enfin moi mes parents ils avaient toujours le stylo bic à la con, donc j'ai commencé un peu comme ça. Ou les effaceurs, ça coûtait pas cher. Après j'ai fait de la plume, beaucoup, plume noire, plume trempée dans l'encre. J'en ai fait énormément. Bah, tout ce qui est BD, toutes les 200 ou 300 pages de BD que j'ai fait quand j'étais au lycée, c'était à l'encre, à la plume, trempée dans l'encre. Et puis, bah, en fait, j'ai été forcée à faire de la couleur à l'école et j'ai testé un peu toutes les techniques, mais au final, du digital, beaucoup, beaucoup, beaucoup de digital jusqu'à il y a, je sais pas, ça fait quoi, combien de temps? Ça fait 3 ans que je fais de l'aquarelle? 2-3 ans? Ouais. Ouais, 3 ans. On va dire, ça fait au moins 3 ans que je fais de l'aquarelle, on va dire sérieusement. Et depuis que j'ai goûté à l'aquarelle, je ne fais quasiment plus de peinture digitale. Enfin, ouais, digital painting, j'en fais quasiment plus. Ou si j'en fais, c'est des trucs au lasso, quoi, à la rigueur. Mais c'est vrai que ouais, aquarelle, aquarelle, aquarelle. Gouache, aquarelle. Gouache, très peu la gouache quand même. Non, mais un petit peu et j'ai envie d'en faire plus. Hmm. Donc c'est mon prochain objectif et je trouve qu'il y a vraiment pas la même chose, la même sensation avec le papier qu'avec un écran. Alors c'est peut-être parce que je vieillis et que de toute façon, je m'approche trop des écrans quand je dessine parce que je suis littéralement à 10 centimètres de mon écran. Du coup pour me ménager, pour pas avoir des mal de tête ou des trucs comme ça, bah, je trouve que l'aquarelle c'est pas mal et ça permet de s'éloigner un tout petit peu des écrans et de toute façon, j'aime bien, ne plus être dans le contrôle, en fait, avec l'aquarelle. Alors je suis encore beaucoup dans le contrôle, mais parce que j'aime bien contrôler tout ce que je fais, mais j'aime bien, dans mes aquarelles, essayer de perdre un petit peu le contrôle et c'est pas un truc que tu peux faire à l'ordinateur. Tu es tout le temps dans le contrôle à l'ordinateur et c'est un problème parce que si je m'écoute trop, je vais passer trop de temps sur des détails à la con, quoi. Ouais, donc voilà. C'est pas grave, Christelle. Ok. Et toi, Mazart, là, bon, toi, quasiment que du numérique. Quand tu as fait du. Ah, Oui. oui. Quand tu as fait du modèle vivant, tu as imposé des médiums, des outils? On m'a posé des médiums au tout début, mais on m'a très vite lâché en fait vers ce que je voulais. Oh, ils sont sympas. Ouais, c'était vachement sympa. Après, moi, utiliser du crayon papier en fait pour du modèle vivant, ça me dérangeait pas, mais après, je suis très vite parti sur la peinture, enfin, pas de la peinture, merde, de l'encre de Chine, mais diluée, Ah oui, fallait, notamment pour travailler les valeurs. évidemment. Ouais. C'était super compliqué parce que du coup, moi, j'ai toujours travaillé en très très grand format. Le nom du format, je crois que c'était le format Aigle. Donc, je sais pas si vous connaissez, mais c'est à peu près. Oui, c'est Ouais, un raisin, je crois. C'est un raisin bâtard. ouais, c'est un assez grand format et donc du coup tout travailler à l'encre de Chine c'était super galère quoi. Mais ouais, c'était surtout ça. Mais sinon à l'heure actuelle ouais c'est surtout digital avec du coup les brushes et la photographie de base quoi. Ah, la photographie aussi, c'est rigolo ça. Mm. Hmm. Parce que Christelle aussi, expérimentation photo. Mm. C'était quoi? C'était prendre en photo des fleurs et enfin, il y avait un Heu, un style particulier avec ces photos ou c'est juste prendre des photos de chiens heu, alors moi niveau photo, j'ai vraiment beaucoup expérimenté, mais j'ai aussi beaucoup expérimenté la partie développement en fait. Si tu veux, là où j'étais à l'école, on avait accès à un labo de photo argentique et le prof m'aimait bien, donc il m'avait filé la clé. Oh, il est cool. Ouais, ouais, super cool et en fait, j'avais accès, j'avais un truc qui s'appelait de la pâte photo argentique. Je crois que ça s'appelle comme ça, mais je suis pas trop sûre et en fait, tu pouvais l'étaler sur n'importe quel support et ça ouvrait des possibilités à plein de choses niveau plasticité. C'est-à-dire que la façon dont tu allais appliquer ta pâte photo argentique pour donner des traces de pinceau, par exemple,
Ce qui fait que quand tu insolais ta photo, elle apparaissait mais pas entièrement, tu sais? Et ça laissait les traces de pinceau. Ou Mmh. tu pouvais jouer sur les supports, les matières et cetera et j'ai passé une année entière, à passer mes heures libres dans le labo photo, à faire des expérimentations, là-dessus. Mmh. Et après, bah, j'ai fait pas mal, du light painting, des choses comme ça. J'ai longtemps, je me suis longtemps demandé si j'allais pas faire de la photo. Ah oui, quand même, à ce Ouais, point. ouais, ouais, je me suis vraiment posé la question, mais moi, ça a été très compliqué, en fait, parce qu'il y a eu une période où j'ai voulu être motion designer, il y a une période où j'ai voulu être photographe. Le dessin, c'est venu vachement tard, en fait. Enfin, je savais que je voulais être dans la création, mais le dessin, vraiment, c'est venu très tard parce que je pense que je voulais pas vraiment croire que j'en étais capable. Donc j'ai perdu pas mal de temps aussi avec ça. Ouais. Bon, c'est jamais perdu. Toi, Mazart, tes photos, elles avaient tendance à ressembler à quoi? Enfin, c'était Alors quoi moi, en fait, c'était pas des photos directement artistiques, c'était plutôt des photos de la vie quotidienne. Ah. Genre, un exemple, tu me voyais dans le métro, par exemple, prendre des photos. Bon, après, t'avais tout le monde qui me regardait mal, mais Ah oui. en fait, je prenais des photos un peu de partout. Et en gros, ça suivait un de mes projets que je continue aujourd'hui et que j'ai du mal un peu à continuer. Où en gros, en fait, c'est une étude de la ville, concrètement, en fait. C'est Ouais. en gros, mon projet là, à l'heure actuelle, c'est de enregistrer en fait les bruits qui se passent dans la ville. Et du coup, à partir du photobashing et des photos que j'ai fait, en fait, rendre Paris du coup en mode cyberpunk et Ouais. futuriste. Et en gros, du coup, dans la vidéo, en fait, tu entendrais du coup les sons de la rue, concrètement, en fait, vraiment les sons bruts, avec un peu de musique quand même un minimum pour habiller. Et du coup, en fait, tu verrais l'évolution de certains quartiers, en fait, qui se transformeraient au fur et à mesure en un futur assez cyberpunk, quoi. Excellent. Et Voilà. Mais c'est plus une un- étude. non, mais ça reste intéressant. Je suis un Japonais ou un Américain, je sais plus, sur Instagram, qui a des photos comme ça au Japon. Et quand il les prend, il y a toujours cette pluie qui fait très cyberpunk, justement. Je pourrais essayer de te le retrouver. Très Ça serait cool. intéressant. Ouais, je vais essayer de te retrouver ça. Et bah moi, le numérique, c'est venu assez tard. J'étais beaucoup au crayon. Beaucoup au crayon. Je crois qu'on m'a offert des crayons tubulaires quand j'avais peut-être 12 ans, je crois. Mais les crayons tubulaires, ils ont un problème, c'est qu'ils sont un peu raides. C'est un peu fatigant de dessiner avec. C'est un peu usant, c'est toujours dans la précision. Et bon, j'aimais bien. Et par contre, le crayon, moi, j'ai toujours utilisé pour du croquis. Les crayons tubulaires, c'est les Sakura, les Unipin. C'est les crayons qui n'ont pas de jeu de taille, en fait, d'épaisseur quand tu appuies. Et les crayons, ouais, je les utilisais pas pour faire des valeurs. Par exemple, moi, c'est quelque chose que j'ai toujours détesté. Je déteste le dessin sale. Donc, le modèle vivant, quand on me faisait faire du fusain, quand on me faisait faire du crayon 8B ou autre chose, ça me débectait. Toujours détesté ça. La peinture, si ce n'est la boîte qu'on offre à tous les enfants, tu sais, c'est un peu le cadeau qui coûte 800 balles, où tu as 10 000 crayons, de l'aquarelle de très mauvaise qualité et des feutres. Bon, moi, je m'amusais beaucoup avec ça, mais c'est vrai que la peinture, ça n'a jamais été trop mon délire, en vrai. Je pense je trouve ça trop raide. Enfin, c'est pas raide, c'est trop compliqué. Je pense quand t'es petit, moi, j'ai pas un état d'esprit très aventurier en point de vue artistique. J'aime bien les choses que je contrôle. Et il s'avère que la peinture, pour moi, c'était quelque chose d'incontrôlable. Voilà, c'est instinctif, c'est comme a dit Christelle. Mais non, moi, je suis pas dans l'instinct, je suis dans le contrôle, un peu comme Isa. Un fait que je n'aime pas ce genre de médium. Et ce qui fait que je pense que le jour où on m'a fait découvrir les tablettes graphiques, et pour dire à quel point c'est tard, la première tablette graphique que j'ai eue, je crois que ça devait être à 20 ans, 22 ans peut-être, très tardivement. Et c'est vrai que je me suis beaucoup plu parce que ça permettait en fait d'avoir un carnet de croquis dans lequel on pouvait gommer à l'infini. Et gommer, je le faisais jamais en fait. J'ai jamais gommé. Je crois que passé mes 15 ans, j'avais complètement jeté mes gommes. Je ne gommais plus. Et là, j'ai retrouvé ce plaisir de pouvoir regommer, retrouver du contrôle, et j'ai trouvé ça plutôt sympa. Il y a que récemment, honnêtement, il y a depuis quelques années, je pense depuis 2-3 ans, que je me permets de retourner sur de la peinture traditionnelle parce qu'en fait, il y a un truc que j'aime bien, c'est que ça permet de confirmer des acquis, ça réapprend la patience réellement.
Parce que le numérique, en fait, on prend tellement de raccourcis qu'on sait plus trop être patient. C'est vrai que je me sens je me sens pas à l'aise en peinture, ça c'est une certitude, parce que je pratique pas assez, je pense. Et j'ai beaucoup de moments de frustration. Alors quand Christelle tout à l'heure, elle disait que elle, si le dessin il est raté, c'est pas grave. Pour moi, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Je ne supporte pas de rater mes dessins et je n'aime pas cette étape quand c'est hyper moche au début. Généralement, quand c'est hyper moche, c'est que je sais pas du tout où je vais et ça me répugne un peu, quoi. Donc l'aquarelle, pour moi, c'est voilà, bon, j'y vais quand je suis motivé, quoi, mais j'irai pas pour me faire plaisir, quoi. Voilà, c'est pas une habitude, c'est juste comme du sang chaud, c'est d'un coup, je vais y aller dessus. Ok, je pense qu'on a pas mal fait le tour. Alors, est-ce que j'avais une troisième question? Je pense qu'elle va pas être très longue. Ouais, j'avais noté. euh, Donc aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que votre style, est-ce que vous en êtes content déjà de votre style de dessin? Est-ce que vous en êtes fier un petit peu? Est-ce que vous trouvez qu'il va dans la bonne direction? Christelle? Carrément. Ouais, je suis super contente de mon style actuel et j'en ai tellement bavé pour en arriver à un truc tellement simple au final. Mais je suis vraiment contente de là où j'en suis. Après, il y a des choses à améliorer. Je ressens encore des difficultés sur certains trucs, mais globalement, je suis contente, quoi. Ouais. Tu le définirais comment? Tu penses qu'il toucherait qui? Les petits jeunes, les mères de famille? Non, je pense que je suis plutôt sur un public primaire. C'est plutôt les enfants, quoi. Pour faire de la BD ou des albums jeunesse. Ouais. Donc un style très coloré avec des gros traits. Ouais, ouais, Oui. voilà. Toi, Isa, t'es contente? Ben, alors, je sais oui et non. Je pense que je vais dans la bonne direction. Je trouve que cette année, j'ai fait des choses assez intéressantes. Donc ouais, je suis contente, mais en même temps, je pense que j'y suis pas tout à fait. Il y a quelques illustrations que je trouve qui marchent bien. Ouais, les petits chats, j'aime bien. J'aime beaucoup ce que je fais dessus. Enfin, le Magic Tea, là. Mais ouais, enfin, j'ai des choses intéressantes. Autant mes petits chats que l'autre projet que j'avais fait plein de couleurs juste avant avec les plantes et tout, notamment les plantes à la gouache et toutes ces séries-là. Je les aime bien, mais je dirais à confirmer. À confirmer encore. Oh, c'est pas mal, mais ils sont quand même très mignons, ces petits chats. Ouais. Et toi, Mazart, ça va très clairement dans la bonne direction, toi. Alors, ça va dans la bonne direction, mais ça me convient pas encore assez. Concrètement, je commence à toucher des trucs qui m'intéressent. Genre vraiment la toute dernière créa que j'ai fait en photo bashing sur une sorte de chevalier un peu médiéval. Ça commence à vraiment m'intéresser, mais je sais que je peux aller encore plus loin et beaucoup même. Mais c'est surtout beaucoup de taf encore. Mais je pense que ouais, c'est la bonne direction. Mais à voir peut-être dans 5 ans quoi encore. Ouais. Tu restes sur du personnage, toi, non? Ou t'as envie de... Peut-être que plus tard, tu auras envie de toucher à d'autres thèmes? M'élargir plus aussi, ouais, à travailler plutôt vraiment un univers complet, tu vois. Que ça soit du personnage, du décor, de la créature, etc. Mais après, ouais, le personnage, c'est pour moi le personnage et l'environnement, mais plutôt urbain, sont Ok. deux choses que je trouve vraiment assez intéressantes parce que du coup, c'est vraiment une manière de travailler le storytelling de manière assez forte, quoi. Hmm. Et les lieux abandonnés aussi, très intéressant. Genre quand t'as un bâtiment un peu médiéval abandonné, ça peut donner beaucoup d'histoire et c'est vraiment ça que je cherche, quoi. Ouais, clairement. Je pense que j'ai encore beaucoup de taf à faire, quoi. Mais bon, je pense que ça va dans la bonne direction. Ouais, je pense aussi. Moi, je sais pas. Moi, honnêtement, je sais pas, parce que je suis en train de créer un nouveau style de dessin. Le style de dessin que j'avais avant était assez classique et pas assez. En fait, moi, j'ai un énorme problème, c'est que je suis un peu entre deux. Je fais des jolis dessins avec des jolies couleurs et j'aimerais bien travailler pour les trucs comme Magic, etc. Mais je suis pas assez bon pour travailler avec eux. Donc je me suis dit, bon, je vais tenter de travailler avec autre chose.
Donc je me suis mis à développer un nouveau style de dessin, que ce soit plus rapide, plus graphique et je pense un peu plus original avec un peu plus de personnalité. Alors, je pense que c'est peut-être un peu plus le cas. Le problème, c'est que je trouve pas de clients. Parce que tous mes clients, oula, tous mes clients, ils ont tendance à me demander des styles de dessin un peu plus techniques, un peu plus longs, et ça me dérange beaucoup. Ça fait que, je sais pas. Voilà, j'en suis là. Je reste strictement en numérique à nouveau, mais voilà, il y a un grand questionnement. Il faudrait. Là, le problème que j'ai, c'est que je crée un produit qui est censé attirer des gens. Et je crée un produit qui me plaît, mais je pense que je le pense plus pour les autres que pour moi. Donc c'est assez problématique. Je suis un peu dans une impasse qui est liée à mon activité professionnelle et ça me dérange vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le problème, c'est que ce qu'on me demande actuellement, je l'aime bien, mais voilà, ça prend beaucoup de temps pour pas gagner beaucoup d'argent. Donc c'est un peu problématique. C'est chaud parce qu'il faut que tu trouves quelque chose qui te plaise et qui ait un public. Et ouais, c'est Et ça. t'as déjà pensé à confronter ton travail sur des trucs genre les rendez-vous tremplin, etc. Bon, là, ça va être compliqué en ce moment. Mais les trucs là à Montreuil, à Angoulême et tout, où tu présentes ton Oh, taf. ça les concerne pas. Ça les concerne pas du tout, parce que je tape pas Ouais. dans le jeunesse en fait. Là, les derniers projets que je fais, il y a eu les bestioles néons là, qui sont là pour tenter de charmer des créateurs de jeux de société. J'ai des couvertures de livres horreur pour les amateurs de chair de poule. Euh, Et je pense, ouais, c'est je peut-être sais pas. essayer de confronter directement ton travail à ces gens-là, mais d'avoir un vrai retour dessus, Ouais. de vraiment pouvoir en discuter pour savoir qu'est-ce qui passe pas en fait, je Je pense pense. aussi, ouais. Je pense aussi. Je pense aussi que j'en parle tout simplement pas, hein. C'est aussi ça le problème. C'est que le problème qu'il y a, c'est que sur mon book, mon portfolio, ils y sont pas. Donc forcément, les gens ne les voient pas. Donc c'est assez problématique. Donc je pense que si ça se trouve, c'est simplement une question de visibilité, puisque sur mon Instagram, j'en parle tout le temps. Donc peut-être pas trop de problème avec ça. Mais c'est vrai que, je sais pas, il y a un entre-deux ici qui est un peu étrange dans mon profil qui me dérange un peu. Après, Instagram, ça rapporte pas tant de clients que ça, enfin. Oui, mais il y a quand même une sorte de valeur qui en ressort. C'est quand même sympa de savoir que les gens ils disent c'est bien, en Ouais. fait. Quand ils te disent c'est bien, ça veut dire qu'il y a quand même de l'espoir, tu vois. Mmh. Il y a un truc qui ressort. Peut-être sur Station, tu trouveras peut-être plus facilement des clients aussi. Genre, Ah, concrètement. Honnêtement, je pense pas que les réseaux sociaux soient la réponse en fait, parce que dans le cas de Mifishai, je pense tout simplement qu'ils montrent pas assez ses créations en fait aux personnes intéressées. Donc par exemple, comme tu disais, Christelle, les éditeurs, bon, Montreuil, ça marche pas parce que c'est vraiment de la jeunesse. Mais je pense que vraiment, mais ça vaut pour tout le monde, hein, qu'il faut aller taper aux portes des gens qui sont concernés et vraiment, vraiment y aller avec les deux gros pieds régulièrement et tout. Bon, les éditeurs, c'est un peu compliqué, mais enfin, je sais pas, tu vas vraiment faire des sondages et montrer les choses parce que Michel, ton style, tu le développes depuis 3 mois, c'est très court, c'est très très court. Je pense vraiment qu'il faut passer plus de temps à en faire la promotion, à en parler, à montrer et tout ça, et y aller directement, voir les gens, leur dire bon, vous en pensez quoi? Ne serait-ce que commencer par nous, nous, IM, qui sommes un réseau de professionnels, semi-professionnels, professionnels en devenir. On peut déjà dire écoute, est-ce que tu vois un livre en toute honnêteté, hein, parce que c'est vrai que peut-être des fois on a tendance à dire ouais, c'est trop beau ce que tu fais, c'est trop beau ce que tu fais. Oui, c'est beau, mais dans le contexte, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça le ferait? Et puis aller élargir ça à d'autres gens qui seraient dans la profession, des gens qui font de l'horreur, des gens qui font des jeux de société, des trucs comme ça, Ouais. mais y aller directement, aller les voir, leur parler vraiment, parce que ce qui est terrible dans notre métier, c'est que les gens viendront pas nous découvrir tout seuls dans notre petit coin et qu'il faut vraiment, vraiment, vraiment aller se mettre en avant. Donc Instagram, ArtStation, c'est sympa, mais en vérité, les gens tombent quand même rarement sur votre profil par hasard, quoi. Ah oui, c'est sûr. Eh bien, merci. Et sur ces belles paroles, on arrive à la fin. On arrive à la fin, au bout de un peu plus d'une heure. C'est pas mal. Merci à vous d'avoir participé. J'espère que vous avez trouvé ça intéressant.
divertissant peut-être, je ne sais pas. Ouais. Ouais, c'était cool. C'était cool. Je vois qu'on a réussi à tenir un flot de discussion permanent du début à la fin. Je trouve ça sympathique. C'était léger. C'était léger, plus léger que la dernière fois où c'était quand même vachement plus technique. Mais on en a prévu d'autres. Oui, ça sera posté sur YouTube, Bip. Tu pourras l'écouter. Alors, on va mettre fin à la soirée. Je préviens juste que sûrement la semaine prochaine ou dans 2 semaines, je prévois le podcast de Nicolas Amoroso, qui est graveur sur bois et imprimeur. Donc on aura l'occasion de parler de son travail. Oui. Ah, j'avais pas mon micro depuis. Ah, mais c'est bon, il y a celui d'Isaac qui est activé. Oui, c'est ça. Moi, je voulais juste parler du lundi, du premier lundi de novembre. Oui, Oui, on je en peux. parle rapidement, ouais. Ouais, alors c'est juste pour dire que donc pour le premier lundi de novembre, qui est d'habitude les lundis, on fait les lundis study, où on fait une soirée où on étudie tous ensemble sur un thème. On va faire un léger changement parce que là on avait fait une pause pendant octobre parce que Inktober et on est tous occupés. Et donc pour le premier lundi du mois, on va faire des lundis retours sur image. C'est-à-dire que pour ceux qui veulent, on va faire des retours croisés sur nos images. Par exemple, s'il y en a qui veulent des retours sur leur dernière illustration, et ben ce sera le moment. Et l'idée, ce serait de se faire tous des retours les uns des autres. Donc, si jamais vous êtes intéressés, je ferai une annonce, je pense, la semaine prochaine pour en parler un petit peu plus et pour vous expliquer comment ça marche. Oui. Ok. Sur ce, je pense qu'on va mettre fin à la conversation. Je vous remercie, Christelle, Isa, Mazart, d'avoir participé. Et puis merci à ceux qui nous ont écoutés. Et je vais vous souhaiter une bonne soirée. Puis je vous souhaite de vous aussi dire une bonne soirée à tout le monde. Et puis et voilà. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut.